est-ce que tu choisis la performance ou est-ce que tu choisis la passion ? Le fait que Dembélé aujourd'hui, dans les joueurs qui performent de ouf, qu'on peut citer Salah, Haaland, tu peux même citer Guirassy en Ligue des Champions, etc. Il n'y en a aucun qui a le facteur magie de Dembélé. Dembélé, il fait partie de ces joueurs où quand il prend le ballon, tu sais pas ce qui va se passer. Mais t'as le personnage, même lui, il sait pas, on dirait. Et puis, il y a une place à prendre, on va pas se le cacher quand même. Kylian Mbappé, il est immense. On remet pas en doute mais il y a quand même une grande partie des gens qui sont très agacés par son côté un petit peu machin, et il y a une place à prendre je pense dans le cœur quoi du supporter français quoi. Je vais dire oui, c'est le meilleur joueur du monde là parce qu'on est dans la culture. On est dans la culture de l'instant et je l'assume totalement, et que là aujourd'hui il provoque des trucs que les autres provoquent pas, c'est tout. Premier thème sur le foot, les amis. Je pense que le chat aussi ça va vous faire réagir. Est-ce qu'on pense que Dembélé est le meilleur joueur au monde actuellement ou pas ? Tu attends une réponse rapide non. de ma part ? En fait, déjà, je trouve que ça serait. C'est tranché, moi. Moi, en fait, ce que je serais. Parce que tu sais, tu peux dire meilleur joueur au monde, etc. Moi, je suis curieux, dans un premier temps, de connaître vos critères personnellement. C'est parce que c'est ça, en fait. Je pense que dans notre subconscient, on n'a pas tous les mêmes critères. Comment vous jugez le meilleur joueur au monde ? C'est quoi ? C'est les stats ? C'est ce qu'il représente dans l'équipe ? C'est émotionnellement ce qu'il représente ? Simon, pour toi, c'est quoi ? Tu sais qu'en fait, ce débat, il a été illustré par toute la période qu'on vient de vivre, en fait, par le schisme entre CR7 et Léo Messi. En gros, tous les avis sont bons, tu vois. Il n'y a pas un mec qui va te dire... Moi, je considère que dans ce débat, c'est Lionel Messi. Okay. Je suis team Messi. Non, mais attends, encore à l'heure actuelle ? Alors non, mais je te parle juste... Tant que les deux étaient en Europe, tu vois, tant que les deux rinçaient tout le monde... Tant que les deux rinçaient tout le monde en Europe... Je vais peut-être te surprendre à la fin, mais... en gros, à leur prime en Europe, chez nous, tu vois, t'avais Messi, Ronaldo, et personne pouvait trancher ce débat. Et en fait, personne n'avait vraiment raison ou tort, parce que tu l'as dit, il y a les stats, elles étaient extraterrestres, et... Il y a bien, tu vois, moi, un mec qui me disait Ronaldo, qui essayait de me le prouver, je pouvais pas lui dire qu'il avait tort. Si, moi je lui disais. Non, mais je veux dire, je pouvais pas lui prouver, tu vois, il y avait pas de vérité, tu sais, à trouver quelque part. Pourquoi ? Parce que CR7, moi, je le détestais. Voilà, je vais pas vous le cacher, j'aimais pas l'arrogance, le style, le côté un peu c'est comme t'es Federer ou Nadal, quoi, tu vois. Mais c'est des mecs, pareil, ouais, exactement. Et c'est des mecs qui t'ont fait poser le genou à terre au bout d'un moment, tu vois, tu regardes, t'as beau pas les aimer, tu dis bon, voilà, on peut me la raconter comme on veut, il est monstrueux, ok. Mais en gros, t'avais un mec qui s'est construit par le travail et par les stats. Il a enfilé les perles pendant toute sa carrière. Il a fait gagner. Ça, c'est un critère important, tu vois, pour être le meilleur joueur du monde. Si t'entraînes pas les autres sur ton dos, tu vois, il faut les emmener tout là-haut par tes performances. Mais moi, je considère que Lionel Messi, c'est les petites fées qui se sont penchées sur le berceau, tu sais, qui ont... mais les stats, ça suivait aussi. Et évidemment, il y avait les stats. Mais tu vois, il y avait deux écoles. Donc, je considère que tu as évidemment le talent. Il y a le fait que tu vas au stade, tu sais, le fameux cliché, tu payes ton billet pour aller voir ces mecs, tu te lèves la nuit ou tu bloques ton planning pour regarder le match. Et puis, voilà, les frissons que ça provoque. Et puis, bon, voilà, au bout d'un moment, il faut ce que les Anglais appellent deliver, tu vois, c'est-à-dire être là dans les grands rendez-vous, ne pas te cacher, ne pas t'échapper quand ça compte, quoi. Donc, pour tout ça, la question que tu poses ce soir, moi je pense que Dembélé c'est pas le meilleur joueur du monde, mais je vais laisser la parole aux copains, j'y reviendrai après. Discussion, hein, on est là pour se couper. Il a quand même pas mal de, tu vois. Il réunit quand même pas mal de qualités. Moi, tu sais, j'ai la chance de faire les débats à l'after de temps en temps avec Nico Jamin à Génération After. Tu verrais ce que j'ai pris par les mecs quand j'ai dit que Dembouz, tu sais, mais je le défendais quand il était donc aile droite. Et je disais, pour moi, il a le potentiel pour être top 5 mondial. Et là, tu sais, t'as les rires en boîte qui partent. Tu sais. On s'est foutu de ma gueule. On m'a dit, mais qu'est-ce que tu racontes, machin. Et là, c'est bien la preuve qu'on fait un métier un peu versatile. C'est qu'on est en train de se poser la question parce qu'il enfile les perles. Alors que, bon, est-ce que vraiment, c'est pas le collectif qui le met en valeur plus que lui qui entraîne le PSG derrière lui ? Voilà, la question se pose. Dans le chat, ça réagit. Hein. Déjà, bien sûr que oui, nous dit Azmat. Bonsoir, non, nous dit Toff. C'est vrai que je réponds à une question par une question, mais bon... Non, il parle de lui-même. Parce que deux messages avant, il dit est-ce qu'on peut être le meilleur joueur au monde en jouant que des clubs français ? Donc non, ça c'est un vrai critère pour moi. Les critères, c'est difficile d'en avoir un seul. Moi, je suis pas une amoureuse absolue des stats, donc c'est que j'ai du mal à juger uniquement sur les stats. C'est plus, est-ce que tu es terre à terre ou émotionnel ? En fait, c'est ça. Non, mais tu peux être terre à terre en prenant d'autres choses en compte. C'est le collectif autour de toi, la capacité à emmener ton équipe. Pour moi, il y a un côté. Le
capitaine parfois officieux, j'ai envie de te dire, mais un leader qui va emmener son équipe. Mais t'as besoin d'être leader pour être meilleur joueur au monde ? Bah pour moi oui, tu dois quand même un Lionel Messi, on disait toujours il est tout discret, mais sauf que il t'emmenait, c'est-à-dire que dans les mauvais moments, il y avait une capacité à garder une concentration, à prendre ses mecs autour de lui, à dire je sais pas, moi justement donnez-moi la balle et moi je vais vous emmener et vous allez me servir d'appui. Sacha il est en train de faire des pompes d'effraction dans sa tête. C'est une autre sorte de leadership. Je suis pas en train de te dire le charisme et tout, je suis en train de te parler d'autorité footballistique sur un terrain. Moi je suis team Messi et c'est limite ce que j'ai le plus reproché à Messi, tu vois. Alors après, il y a les différentes périodes de Messi, mais à l'époque, je me souviens de matchs du Barça, y compris avec Xavi, y compris avec Iniesta, où il les regardait, il disait, vous savez quoi, là on est dans un temps faible, on y va les gars. Ah ouais. Mais même sans la parole. Parce que moi avec l'Argentine justement... Mais comment il leur a dit ? Ouais. Mais ça se voyait dans le regard, ça se voyait dans le jeu, ça se voyait j'ai la balle et je sais pas, je te fais un signe de dire on va dans tel secteur, on fait tel truc et on s'accroche. Et c'est fou, hein, comme les mythes, ça peut raconter des légendes. Il a parlé sans parler, t'imagines ? Bah tu fais pas ça toi. Mais attends, mais regarde, là ça dit... Il y a des gens quand ils entrent, je vois ce que tu veux dire. Il y a une sorte d'autorité et lui sur le terrain il est tellement fort, il est tellement au-dessus, il a tellement confiance en son jeu. Qu'en fait, quand il récupérait la balle dans une situation mauvaise, il emmenait quand même tout le monde. Et du coup, par rapport à ça, est-ce que Dembouz y rentre dans le débat ? Déjà, pour moi, le gros handicap de Dembélé, c'est son championnat. C'est pour moi, quand tu joues au Paris Saint-Germain, aujourd'hui, tu pars avec un handicap par rapport à... Donc, t'es en train de dire que si tu joues en Ligue 1, tu peux pas gagner le Ballon d'Or ? Sauf si t'es exceptionnel et que tu vas au bout en Ligue des Champions. Pour moi, c'est le seul critère. Et donc, pour moi, ça lui met une pression énorme en Ligue des Champions. C'est-à-dire que s'il se rate en Ligue des Champions, si le PSG est éliminé en huitième ou en quart, s'ils vont jusqu'en demi, mais que lui, il est un peu transparent en demi, c'est mort dans le game. Ouais. Tu pourras pas lutter face à d'autres joueurs qui sont pour moi devant, même dans des rôles un peu similaires aux siens. Mais moi, tu vois, et c'est ce que je reproche au Ballon d'Or. Je voulais parler du Ballon d'Or, mais plus tard, mais bon, on y est. Moi, j'aime pas le Ballon d'Or, donc je vais pas pareil, mais ce que je veux dire, c'est que c'est très dépendant des compétitions que tu remportes, tu vois ce que je veux dire ? Et c'est pas une question de jouer en Ligue 1, en Liga ou en Serie A, tu vois. Oui, mais alors... C'est que si le PSG remporte la Ligue des Champions, peu importe qui joue en Ligue 1 ou pas, ça va rentrer dans les débats, tu vois. J'ai quand même trouvé intéressant le Ballon d'Or de Rodri, parce que je me suis dit, tiens, il y a peut-être un changement de mentalité aussi, parce que justement, quand on parle d'autorité sur le terrain, de capacité à emmener son équipe, à faire gagner, et en même temps à être moins dans la stat pure, et Rodri, il réunissait ça, et donc quand j'ai vu le Ballon d'Or de Rodri, je me suis dit, tiens, on verra les prochains, mais il y a peut-être un truc il y a eu peut-être un déclic de... c'est peut-être pas celui qui marque 40 buts par saison qui est le meilleur joueur du monde. Moi je trouve que ça a fait beaucoup de bien au Ballon d'Or que Rodri soit désigné justement parce que tu vois tu disais c'est vrai que c'était un critère France Football anciennement il t'expliquait que ça compte quoi d'avoir remporté la compétition. Tu sais il y a un défenseur allemand Matthias Sammer qui a été Ballon d'Or. Bon c'est pas le gars qu'il faisait rêver, hein. Il venait de l'ex-Allemagne de l'Est, il jouait défenseur central à Dortmund. Bon il était le pilier de la Mannschaft qui avait remporté l'Euro tu vois en 96. Donc à ce titre-là, il a été élu. Un Wesley Sneijder en 2010, il fait triplé avec l'Inter, il va en finale de Coupe du Monde, tout le monde dit c'est pour lui, c'est le 10 de la Hollande, c'était un joueur un peu frisson quand même. Et puis c'est Messi qui l'a devant Xavi et Iniesta de mémoire. Donc tu vois, il y a effectivement il y a eu une dilution dans les critères d'attribution. Mais c'est un peu une conjonction de ça. Là, on parle à l'instant T. Si Dembélé, il emmène Paris, tu vois, même s'il la gagne pas, mais s'il met doublé en quart, triplé en demi et qu'il fait un gros match en finale, bon, ça va être compliqué de pas lui donner le Ballon d'Or ou en tout cas de pas le mettre dans la... Il sera sans doute sur le podium, tu vois. Mais du coup, lui, il a une compétition pour se montrer, là où d'autres comme Mohamed Salah et Rafinha par exemple, ils ont un championnat déjà très exposé avec beaucoup de gros matchs à jouer dans la saison. Je veux dire, PSG Monaco, c'est censé être le choc de ton championnat et en fait il n'y a pas eu de match. Il n'y a pas eu de match. Franchement, je vous trouve hardcore. Désolé. Hein. Non, vas-y. Mais en fait, moi déjà, je vais partir du contexte. Pourquoi on dit c'est le meilleur joueur du monde ? Parce que actuellement, si on prend les 10 derniers matchs, il a marqué plus que tous les gros clubs européens. Genre juste pour ceux qui n'ont pas la rêve, comme ça, ils ne s'indignent pas sur le titre et tout. Maintenant... Bon, c'est déjà fait. Non, mais... je sais, c'est pour ça que je sais. Hein. En fait, vous m'avez ramené à une époque, et c'est drôle, et je pensais pas que j'allais parler de ça, mais moi, quand il y avait la lutte entre CR7 et Messi, mais
dans aucun monde je choisis l'un des deux, tant j'aime pas les deux. Ouais, juste pour imaginer, continue, hein, Sacha, t'en fais pas. C'est la série de matchs avec au moins un but, toute compétition confondue avec le PSG. Merci. Bien vu, merci. Et en fait, parce que pour moi, juste Ronaldo et Messi, c'est juste l'aboutissement total de c'est celui qui marque le plus qui est le meilleur. Tu sais, à l'époque, quand en Serie A, ou même à une époque bien lointaine, quand les grands numéro 9 marquaient 40 buts, mais jamais on allait dire ils étaient ballon d'or. Là, pour le coup, eux, ils sont en bout de chaîne. Après, c'est des joueurs exceptionnels. Attention, ne me faites pas dire que c'est pas des goats et tout. Hein. C'est des joueurs exceptionnels qui se sont retrouvés dans les situations où c'était eux qui amenaient toutes les finitions ou les passes D, etc. Ça les a beaucoup aidés. Moi, à cette époque-là, j'avais une vision du foot qui, vous le savez, est différente puisque je ne suis pas aussi connaisseur que tout le monde. C'était de me dire, finalement, le plus fort, est-ce que c'est pas celui qui est capable de faire le plus de trucs sur le terrain différents et surtout qui est capable à n'importe quel niveau de changer le cours d'un match ? Non, d'être lui. D'être lui. Et en fait, je m'étais dit à cette époque-là, mais en fait, c'est Neymar le meilleur joueur du monde. Parce que ce mec-là, il arrive en Ligue des Champions et peut te claquer un sombrero sur quelqu'un, un truc, revenir en arrière, remettre un petit pont. Personne ne va rien dire. C'est comme Ronaldinho à l'époque. Ouais, vraiment. Mais Neymar avait ce côté encore plus. J'arrive à le faire au plus haut niveau dans les plus grands matchs et en plus il y a la gagne derrière, il y a les trophées. Bon, après il y a le grand Barça, hein, je remets à sa place et je m'étais dit mais c'est fou, Neymar, en fait on se rend pas compte, il est pas dans ce foot industriel qui est faut aller marquer vite et faut aller mettre un maximum de buts. Il est dans le foot où il se fait encore un petit peu plaisir et il arrive à le faire au niveau où tout est tellement sérieux et tout est tellement dirigé vers la stat, la performance et tout, que je me dis j'ai envie de remettre un peu de respect. Après sur lui, je pense que c'est une gestion de carrière personnelle catastrophique aussi. Hein. Oui, puis il y a eu beaucoup de blessures aussi de Neymar qui fait que il lui a manqué. Il y a eu beaucoup de blessures pour Dembélé aussi. Et aussi un critère qui est une certaine constance quand même. C'est-à-dire, c'est pas tu peux pas faire du one shot. Ouais, mais alors justement, tu deviens pas le meilleur joueur du monde. Tu vois, moi, je suis d'accord avec toi. Du coup, par rapport à ça, je me dis, parce qu'effectivement, tu disais, c'est est-ce que tu choisis la performance ou est-ce que tu choisis la passion ? Le fait que Dembélé aujourd'hui, dans les joueurs qui performent de ouf, qu'on peut citer Salah, Haaland, tu peux même citer Guirassy en Ligue des Champions, etc. Il y en a aucun qui a le facteur magie de Dembélé. Non, c'est ça. Et pour vraiment, beaucoup, vraiment, il y a ce truc magie chez Dembélé. Franchement, moi, je suis désolée, mais Salah et Rafinha cette saison. Mais ça fait partie du débat. Ils font partie du débat. Mais Dembélé, il fait partie de ces joueurs où quand il prend le ballon, tu sais pas ce qui va se passer. Mais t'as le personnage, même lui, il sait pas, on dirait. Entre guillemets, dans un foot où tout se ressemble. C'est ce que j'allais dire en fait. T'apportes de l'eau au moulin de la team Dembélé parce que le seul truc en fait, moi, qui me fait hésiter, c'est que, qui me fait dire non, c'est que en ce moment, on parle de lui. Pourquoi ? Parce qu'il enfile les perles. En effet, à un rythme que même lui n'aurait jamais imaginé. Mais depuis qu'il a ce poste de numéro 9 et qu'il est à la finition, je trouve qu'on voit moins le Dembélé qui peut partir pied droit, pied gauche, qui peut faire des dribbles, parce que en effet, il fait partie de ces mecs, et c'est pour ça que moi, on s'est foutu de ma gueule à l'after, mais que je le défendais comme un joueur qui est à part. C'est que il y a une part d'irrationnel chez ce gars-là. Ouais, c'est ça. En effet, parfois, la façon dont il pousse le ballon, il est le seul à faire ça. Il est le seul à avoir vu que le mec va être pris à contre-pied. Il fait des choses que très peu de milieux offensifs. Déjà au Barça, alors au Barça, il jouait 4 mois par saison au Barça, parce que la moyenne, c'est il a joué 4 mois par saison au Barça. Dembélé ou Neymar ? Dembélé. Mais par contre, quand il jouait, et d'ailleurs quand il est revenu sous Xavi et tout, Xavi le mettait tout le temps parce qu'en fait il y avait un côté, il y avait un côté imprévisible et même si t'es dans la merde dans un match, il est capable de te sortir un geste de fou. Le nombre de fois où Xavi a dit que c'était le meilleur joueur au monde pour lui. Par contre, face au but, c'était plus compliqué. C'est à l'image d'une voiture, faut une étincelle. C'est-à-dire que tout le reste c'est de la mécanique, mais si t'as pas l'étincelle, tu vois, il peut te manquer quelque chose. Et ce mec-là, c'est juste une étincelle vivante. Et le storytelling, il est magnifique parce que c'est quand même le joueur qu'on a le plus dégommé, je pense, la saison dernière en Ligue 1. En début de saison. Pour son non-efficacité, son attitude tout le temps qui revient, etc. Alors que le mec lui-même, il te le dit dans le podcast qu'il fait avec Chouamini, etc. Il fait, mais moi, je m'en branle juste. Enfin voilà, j'ai du talent, je suis facile, j'arrive à être facile en Ligue des Champions. Je sais que c'est relou pour plein de gens, je pense mais je suis qui je suis, en fait. Mais je pense que mine de rien, toutes ces critiques... ça l'a fait travailler. Et là, tu vois ce que je veux dire ? Regarde les murs, on est sur un mec, on est sur une équipe qui a complètement changé de modèle. Où tu te dis, là, comme ça, sur papier, mais qui c'est qui va être le leader ? Tu dis, lui, de par son CV, ça devrait être lui. Mais jamais dans ta tête, tu te dis, Ousmane Dembélé, c'est mon leader. Ça se trouve, demain, il est en train de jouer à FM alors que je lui demande de briefer les joueurs, tu vois. Le Winchester. Mais finalement, il arrive à être ce leader. Dans le Winchester. Il arrive à être ce leader technique dont tu parles, qui, je trouve, emmène les autres, qui met la confiance de ouf. Mais je pense que c'est pas le seul, parce que Vitinha, je trouve que c'est un truc de malade mental aussi. Pour moi, il y a aussi d'autres joueurs
qui participe à ça. Après, ça l'épanouit. Mais... Attends, on y arrive, parce que j'allais vous poser la question. Genre Salah et tout, il est entouré de malades, genre Gravenberch, Szoboszlai. Ouais, mais Salah, il y a un côté de. Il a décidé d'être vénère et il va plier le game. Mais tu vois, pour beaucoup d'entre nous, sur le facteur émotion, Neymar, pendant quelques saisons, ça a été le meilleur joueur au monde. Mais c'est un magicien. Ouais, mais en termes d'émotion, même là, son but encore avec Santos que tu vas provoquer le penalty. Mais pourtant, Neymar n'a jamais eu les stats qu'il mettait en haut de l'affiche, tu vois ce que je veux dire. Ça n'a jamais été le numéro 1 en termes de stats. Mais toujours en dessous des deux monstres. Quoi. Exactement. C'est-à-dire qu'il peut péter un coup franc. En dessous de Lewandowski, en dessous de plein de joueurs, tu vois. En dessous de Kane. Oui, mais c'est là qu'on en vient au point où la stat n'est pas le seul critère. Bien sûr, mais alors pourquoi on juge pas de la même manière Dembélé, tu vois? Moi, je suis parce que la stat n'est parce qu'il n'est pas brésilien, parce que par exemple Rafinha, il joue des classicos et dans les classicos cette saison, il a été monstrueux et qu'en Ligue des Champions, il est monstrueux. En plus, il a plus de buts que Dembélé en Ligue des Champions, Rafinha, et qu'il emmène tout le monde et que certes, il est entouré de talent, mais il est entouré de gamins aussi de 17 ans et le gars a décidé, ok, je suis plus ou moins vice-capitaine de l'équipe, je vais vous emmener et je vais être monstrueux derrière. Salah, quand Liverpool cette saison, tout n'est pas parfait dans le jeu. Quand tu dis ils sont entourés de monstres et tout ça, il y a des phases un peu plus difficiles de Van Dijk par derrière, qu'il faut rattraper certaines boulettes. Quand tu joues avec Darwin Nunez... Ils sont dans tout, Pau, quand même, Liverpool. Eh ben oui, mais justement... Il n'y a pas un truc où ils sont moins bons que quelqu'un, vu qu'ils sont premiers dans tout. Du coup, tu peux pas dire... C'est beaucoup dû à Mohamed Salah. Toute la première partie de saison, il est les stats, elles sont non, mais c'est ça, parce que gigantesque. Sagan, il y a le côté, tu vois, tu retrouves le pied gauche sans... moi je trouve qu'il est trop loin. Moi je suis surpris qu'il n'y ait pas plus de Salah dans le chat. Je pense qu'au PSG quand même. Ce qu'il réalise cette saison, c'est une brutalité. Je reconnais. Et ils sont pas sans matos au PSG quand même. Et Rafinha, je vais ressortir les arguments que vous m'avez bien sortis la semaine dernière, c'est qu'il joue pas des matchs de fou en Liga, puisque vous m'avez dit que la Liga c'était éclaté, il y avait que le Real et le Barça. On t'a pas dit que c'était éclaté, on t'a dit que la première ligue était un cran au-dessus, mais si tu veux caricaturer nos propos, Sacha, il n'y a pas de problème. C'est ma spécialité. Alors attends, la vraie question, parce que là on fait le débat forcément un peu putaclic, même si au final je trouve quand même qu'il est dans le top 5 en Europe. Déjà, disons, même si moi je dis non, en ce moment. Je dis non, c'est pas le meilleur joueur du monde actuellement. Ça ne m'empêche pas d'avoir un immense respect pour ce qu'il fait cette saison, deux, de souligner les progrès gigantesques, et trois, de dire qu'il a toujours eu un talent de dingue, Dembélé. Donc arrêtons-nous là-dessus, on va tous être d'accord là-dessus. La vraie question, on en profite que maintenant et qu'on aurait pu le souligner avant. La question, parce qu'on se pose la question, est-ce que c'est le meilleur joueur au monde? Est-ce que c'est déjà le meilleur joueur au PSG en ce moment ou cette saison? Pour moi, c'est Vitinha cette saison, le meilleur parisien. Mais bon, ça va devenir compliqué. On va en parler. J'aurais peut-être tendance à mettre Ousmane devant, mais pas avec une marge démentielle sur un Vitinha, par exemple. Je sais pas. L'équipe, elle est quand même très équilibrée. Je trouve que elle est bien bâtie, cette équipe. Il n'y a pas trop de points faibles, comme on a pu voir même il y a quelques mois en arrière. Au début de saison, on aurait pu dire Barcola. Moi, je suis gêné en vrai, parce que je pense que si ça avait été Mbappé à sa place, on n'aurait pas bégayé. Parce qu'il y a le côté star d'Mbappé et tout. Tu vois, si on était dans le même contexte, là tout de suite, et c'était Mbappé qui faisait la saison de Dembélé. Ah d'accord. Ouais, mais Mbappé la saison dernière, par exemple, qui leur sauve la mise, je sais pas combien de fois, parce que l'équipe, elle part complètement à volo dans certains secteurs. Le profil de Dembélé aussi nous fait avoir ce pas de recul, parce qu'on a conscience du avant, on a conscience de plein de trucs avec lui et tout, et que si on était peut-être sur un joueur en devenir, on aurait peut-être plus la fierté de dire oui, c'est le meilleur joueur du monde, vous allez voir, il va tout péter encore et machin et tout. Ouais, mais à côté de lui, par exemple, il y a un Achraf Hakimi qui fait une saison fantastique. Parce que tu as un Vitinha qui fait une saison fantastique. Donc en fait, il est pas tout seul à exploser les compteurs, par exemple, comme un Salah à Liverpool, où même s'il est super bien entouré, il y a quand même un monde d'écart avec ses coéquipiers en termes de magie. Bien sûr, et de talent. Mais il est une réponse que n'avait plus le PSG, un défaut d'efficacité qui était quand même chronique. Ah oui, clairement. Plein d'aspects, tu vois. Même début de saison. C'est quand même la solution, et je pense que c'est aussi ça qui amène Hakimi à un autre niveau, parce que je trouve qu'Hakimi, il a été planqué pendant des saisons de ouf, où vraiment fallait en parler, tu vois. Dans quel sens? Dans le sens où on n'a pas été assez dur avec lui. Oui, il était vraiment pas ouf. Dur. Et je pense qu'il est passé entre les gouttes de ouf. Il est pas ouf sur l'extra sportif, mais le sportif. Ah non, je suis plus sur le sportif. Je trouvais que c'était un bonne gestion de ses comptes. Après, il joue un poste un peu moins exposé. C'est rare qu'on n'est pas aussi exigeant avec les mecs qui jouent avec les latéraux qu'avec les joueurs frissons comme Dembélé qui doivent. Oui, mais il faisait que déborder. Il se retrouvait quasiment dans la surface dans toutes les situations du PSG à chaque fois. Tu vois, il était jamais décisif. Et je trouve que c'est un mec qu'on lui a jamais dit, alors que vraiment, il passait son temps à déborder H24, à jamais revenir et tout. Je trouvais qu'il mettait les mecs en galère.
on l'a jamais pointé du doigt. Ça m'a toujours gêné. Moi, pour revenir sur ce que tu as dit, je trouve ça très intéressant. Quand tu as dit si c'était Kylian, on n'aurait pas bégayé. Il y a justement cette dimension de l'incarnation. C'est-à-dire qu'en fait, tu as l'impression qu'il s'en fout un peu. Tu sais, il y a les vidéos mythiques où on lui dit mais vous êtes droitier ou vous êtes gaucher? Il est là, genre ouais, alors attends, les pénaux c'est du droit, mais les corners vous les tirez du gauche. Ah ouais, c'est vrai, ouais, je sais pas trop. Et tu sais, tu as l'impression qu'il sait pas bien. Alors, et je pense que c'est ce qui fait aussi son génie sur le terrain, quoi. C'est-à-dire, je pars pied droit, je pars pied gauche. Tiens, là, je vais dribbler, là, je vais terminer. Il y a. Est-ce qu'il a la volonté lui-même, quoi, tu sais, de rincer tout le monde, d'être le meilleur joueur du monde? Parce qu'un Kylian Mbappé, lui, depuis qu'il a 8 ans, il est programmé pour ça. Il s'est dit, je vais tous les fumer, quoi. Je vais être le meilleur. Et je pense que c'est une dimension dans ton caractère qui peut contribuer à mentaliser un peu la perception, quoi, à matrixer les gens, quoi. C'est-à-dire, t'as vu, je suis le meilleur. Et à force, si tu délivres sur le terrain, ça contribue à avoir. Alors que lui, t'as l'impression qu'il s'en fout et du coup, on est là en train de se poser la question. Il y a un côté touchant chez ce gamin. Enfin, je veux dire, par exemple, si on reparle de Salah ou Rafinha, comme tout à l'heure, ils ont moins ce côté attendrissant qu'à Ousmane Dembélé. T'as envie de l'adorer, il est génial, il est un peu dans la lune. Puis même son pari, parce que je sais pas si les gens ont suivi le pari avec les montres. Un jour, il arrive en zone mixte, il dit non, mais j'ai fait un pari avec mes potes, Patek Rolex, j'ai un nombre de buts en tête, et puis quand je l'atteins, j'ai le droit à une montre, entre guillemets. Donc c'est quand même hyper drôle de jouer là-dessus et il te le dit en détente. Franchement, tu pourrais te faire clasher en disant ça parce que t'arrives en zone mix en disant ouais, on va m'offrir une Rolex parce que je marque 30 pions dans la saison. Tu dis ouais, mais t'es dans un autre monde. Chez lui. Et en fait chez lui ça passe parce que c'est hyper drôle. Sort ça, mais c'est sûr, c'est carnage. Lui ça va dans le personnage un peu dans son monde, quoi, et t'as envie de l'aimer, ce gamin. C'est vrai. Qui est plus un gamin. Bon, moi en préparant un peu l'émission, j'ai un peu préparé. C'est beau, c'était tout. C'est tout ce que je voulais dire. Non, en fait, je regardais les stats et c'est vrai que, bon, à part la saison à Barcelone où il joue que 9 matchs, où il a la grosse blessure, etc., on voit saison après saison, c'est juste une montée en puissance, je trouve, tu vois. Et première chose, je trouve qu'on a oublié qu'il est encore assez jeune, il a 27 ans. Est-ce qu'au final, on n'a pas le Dembélé Prime version Dembélé. dernière évolution, tu vois ce que je veux dire? Mais mature dans l'état d'esprit, peut-être. Dans le sport de haut niveau, on pressent souvent que le prime des capacités sportives, etc., c'est autour de 28 ans. Ouais. Et on a normalisé c'est encore pire maintenant avec des Lamine Yamal, etc., le fait d'être bon tout de suite à 17 ans et d'être au max à 17 ans. Mais c'est pas la norme, hein. C'est des ovnis, ces gens-là. Par contre, oui, effectivement, là, il y a une construction de carrière qui l'amène aujourd'hui à avoir peut-être la meilleure saison de sa carrière et il y en aura peut-être une autre la saison prochaine. Est-ce que c'est pas le début au final de... Après il y a aussi une rencontre avec un coach, je pense. Tu trouves pas? C'est le côté étincelle, c'est-à-dire que l'étincelle après des fois... Parce que vraiment, le feu de paille. Mais parce que les stats, ça monte en puissance. Je mais tu vois, la régularité sur une saison, là, il peut se passer encore 3 milliards de trucs. Ouais. Tu vois, s'il se foire contre on va dire, imaginons PSG passe Brest et qu'après t'as Barça ou Liverpool où tu seras, en fait, tu vas être face aux mecs qui sont en contention avec lui dans la discussion aujourd'hui. Ça va tout changer, je pense. On se projette. On fait ça. On se projette dans 5 ans. Est-ce que Dembélé, il est dans la classe entre guillemets légende du football français, qui a confirmé les attentes qu'on place en lui depuis qu'il a 17-18 ans quand on l'a découvert à Rennes, ou déception? Et tu sais que déjà pour répondre à ça, il va falloir qu'il performe avec l'équipe de France. Oui, mais on va y arriver parce que je trouve dans le chat il y a une bonne réflexion. Et moi je trouve qu'en fait là pour l'instant tout le monde est content parce que Dembélé donne enfin au football français ce qu'on sait, c'est un des petits canaris qui est en train de déployer ses ailes. Mais Deschamps il va saigner du nez, hein, parce que non mais attends, regarde Dembélé la révélation en faux neuf. Sauf qu'en équipe de France, tu joues avec un vrai neuf ou un faux neuf. Et Didier Deschamps, il va faire quoi? Parce que il a changé le papier peint, la peinture. Cool, c'est Kylian qui va jouer neuf ou c'est Dembélé qui va jouer neuf? D'ailleurs, il a répondu un peu comme ça, de façon floue, Deschamps, dans une interview récente. Il a dit c'est pas exclu qu'on essaye, mais effectivement, t'as quand même ouais, parce que il joue comme ça maintenant en club et ça amène quelque chose supplémentaire. Et en plus, en équipe de France, quand il joue sur une aile, ça n'a pas été brillant jusque-là. Limite, des profils comme Coman étaient presque en avance sur lui dans l'esprit de Deschamps. On en était là. Et puis, va expliquer à Kylian qu'il va retourner sur un côté parce que Dembélé, on est sûr que lui, sur un côté, ça va pas, alors que ça va être compliqué. Hein. Non, mais moi, je pense que l'image qui restera à 5 ans sera quand même une déception. Merci de répondre à ma question. Non, mais c'est purement l'image qu'on va dire le grand public français n'aime pas d'un sportif.
Un gars qui a des super capacités, mais qui arrive malheureusement pas à, entre guillemets, faire l'ordre dans sa tête et à devenir rigoureux et discipliné quand il faut pour aller atteindre le Graal. Et on n'aime pas ça. Enfin, je vulgarise vachement. Non, mais comme à l'école, tu sais, doué, mais ne travaille pas assez sur le moteur. C'est exactement mais ça. vous trouvez pas que là, C'est le il mec rentre sympa dans ce du truc fond de la de il classe. travaille Justement, comme il il faut. s'est mis à bosser. J'aimerais bien. C'est le mec au fond de la classe, mais ça se trouve, il va avoir un meilleur taf que les autres après. C'est-à-dire que pendant toutes les études, tu vas voir truc, les gars, ok, sortis d'école, ils vont aller dans les gros tafs et tout, puis après, ils vont peut-être faire une dépression parce que trop truc. Et lui, il va être là en détente, il va dire, bon, Il est parti, c'est chez les moi, je suis directeur marketing, tout va bien, les gars, je suis en détente, j'ai lancé une start-up. J'aimerais bien te dire que dans 5 ans, ça va rester un des meilleurs joueurs de l'histoire du foot français. Je suis pas très optimiste pour l'instant. Vous avez... Disons que, en plus, je pense aussi qu'il est dans. mais c'est Je peut-être pense qu'il est dans. qu'on nous habitue à une image comme Non, mais ça. je pense qu'il est dans un environnement qui lui correspond parfaitement, avec un coach qui a compris comment il fonctionnait, qui aussi, Luis Enrique prend beaucoup la pression sur lui. Tout le début de saison, quand on le disait, ouais, ça manque de réalisme devant, il y a un problème sur votre attaque, etc. Luis Enrique prenait tout sur lui. Donc ça enlève un peu de la pression à ses joueurs. Donc il y a un bon environnement. À Paris, il se sent bien, il a ses amis. Maintenant, je ne vais pas dire que ça l'arrange que Kylian soit parti, mais il y a un côté... il n'y a plus la grande star dans le vestiaire. On peut se partager un petit peu les rôles. Donc là, c'est parfait pour lui. J'ai du mal à me projeter sur 5 ans en se disant qu'il va maintenir, voire même augmenter encore ses capacités à être décisif dans les grands moments. Et puis en plus, j'ai toujours une réserve sur la Ligue 1 et le niveau de la Ligue 1. Et je ne suis pas certaine qu'il aurait les mêmes performances dans un club, peut-être dans un gros championnat, type Liverpool, type le Barça, le Real Madrid. Je ne suis pas sûre. Ouais, mais il faut qu'il gagne la Ligue des Champions avec le PSG. Première Ligue des Champions de l'histoire du club. En Ligue des Champions, il performe bien. Là, c'est rigolo. Ça peut être un gros critère. Et puis, il y a une place à prendre, on va pas se le cacher quand même. Kylian Mbappé, il est immense. On ne remet pas en doute mais il y a quand même une grande partie des gens qui sont très agacés par son côté un petit peu machin. Et il y a une place à prendre je pense dans le cœur du supporter français qui justement est touché par cette innocence, ce côté je cherche pas la lumière, ce côté un peu imprévisible et bon voilà, moi que vous m'aimiez ou que vous m'aimiez pas, je m'en fous. Et je pense que il y a le contraste avec la personnalité de Kylian qui peut le servir pour je pense. C'est quoi, je trouve qu'on lui pardonne plus que les autres. Qui? À Dembélé. Ouais, je sais pas. Hein. Ah ouais, mais moi, oui, parce qu'il reste attendri. Ça a sorti des trucs. Tu peux pas le détester. Ouais, mais il en a loupé des trucs avant quand même. Ouais, mais je veux dire, il y en a plein des mecs qui étaient. Notre joueur, il loupe 2 fois. Ouf. Ouais, mais tu peux le tacler, mais tu peux lui en vouloir un peu, mais tu le détesteras pas. Ah, je suis pas sûr qu'il y ait des haters de Dembélé. Moi, je trouve qu'il y avait un bashing sur lui quand il était au Barça, quand ça sortait ses poubelles. Mais regardez, il est pas hygiénique. Oui, mais c'est pas un bashing. Il avait pris son transfert. C'était pas contre sa personne, c'était contre ses perfs. Il y avait une frustration. Non. Il y avait un truc genre c'est un mec mal élevé, il fout le bordel. C'est vraiment le mec de cité qui est arrivé en Espagne. Non, je vous jure sur Dembélé, vous oubliez qu'il y a eu vraiment un passage au Barça. On a essayé de nous le faire passer comme vraiment le sale gosse du foot français. Et ça, je pense qu'il faut rester conscient. Pas tellement les conneries, mais par contre, il se réveille pas. Et c'est ça qui fait aussi qu'on kiffe parce qu'il y a un côté rédemption chez ce mec-là qui parle à tout le monde. C'est bien. On sait qu'on aime le storytelling. Et là, il est dans cette phase de rédemption qui peut-être ne sera qu'un feu de paille. Mais on est content d'avoir un joueur frisson qui est français, qui est machin, qui est gaulerie de temps en temps. Ça change. Parce qu'en vrai, tout le monde se plaint des robots, des salades, des trucs, des machins. Et lui, il est à contre-temps de ça. Et c'est pour ça qu'il faut aussi l'apprécier. Donc, moi, je vais dire oui, c'est le meilleur joueur du monde là parce qu'on est dans la culture. On est dans la culture de l'instant et je l'assume totalement. Et que là, aujourd'hui, il provoque des trucs que les autres provoquent pas, c'est tout. Ok, très bien. Je maintiens moi. Message pour te remonter un peu le moral à peau dans le chat. Olympe qui dit salut de Laval. Oh, merci. Un petit peu de région. J'y retourne bientôt là. Ça me manque là, la Mayenne. Hein. Ouais, encore un Fayot dans le chat quoi. Team Mayenne. Mais non, mais encore quelqu'un de bien intentionné. T'es attendu là-bas. Ah bon? Oui. Je sais que ça te surprend, mais t'es attendu. Voilà. Écoute, il y a tout en Mayenne. T'as mis bord de cage. Très bien. J'ai peur de personne, moi. Il y a un événement il y a une semaine. J'ai fait Laval. J'ai dit, mais il faut que j'en parle. C'était quel orga? C'était AEC. Très sympa. AEC. Ancien AEF. C'était très sympa. Il y a tout en Mayenne. Avant de passer au prochain débat, thème. On était bon, hein? Ouais, c'était bien. Merci. Sou, comme d'habitude, qui est avec nous pour nous parler des meilleures cotes. Salut Sou. Les copains, ça va quoi? Et coucou. Et toi, ça fait plaisir? Ah, de ouf. Obligé de se parler en DM maintenant, c'était... Non mais il se rassoit encore sur désolé. le club de Manchester City, quoi, comme si ça n'allait pas assez mal. Il a bien raison. Il a bien raison. Pauvre Pep. Simon, l'ému, Sacha,
Bonjour. Et coucou. Ouais. J'ai adoré. T'as quoi pour nous sous ce coup-ci? Ouais, du Du foot. Toujours un premier thème foot, on essaie de trouver un lien. Tout à l'heure, vous parliez de storytelling, vous parliez aussi de terre à terre, émotion. Là, j'ai tout trouvé et je vous ai trouvé un match extraordinaire. Milan AC, Feyenoord, match retour, ils ont perdu 1-0. C'est demain? C'est ça, 18h45. Et je pars sur la victoire du Milan, parce que Feyenoord, ils viennent de changer de coach. 6 matchs, ils ont fait une victoire. Ça va pas. Et ils ont perdu Arne Slot à l'intersaison cette année. Et ironie du sort, ou total hasard, Santiago Jiménez, leur buteur maison, 105 matchs, 65 buts. Donc ils perdent leur serial buteur et comme par hasard il va à Milan. Et je le vois vraiment jouer un mauvais tour. Donc, il est parti en bon terme ou pas de Feyenoord? Le but de l'ex. Je suis pas certain. Ça détermine le fait qu'il Et il est parti pour un petit billet 32 millions. Donc 32 millions et je le vois peut-être éliminer ses anciens coéquipiers. Ok, du coup ça fait une cote à 2,35. 2,35, ouais. Je suis pas parti sur un scénario. En fait, ça peut faire 1-0 comme ça peut faire. Carrément. Feyenoord cette année, ils peuvent tout faire. Ils ont fait 3-3 à City. Ils ont gagné 3-0 contre Bayern. Ouais. Donc franchement. Mais je vois quand même Milan s'imposer à la maison. Et avec Santiago. Il est combien l'aller déjà? Je l'ai plus 1-0. 1-0. Moi, je voyais la même chose que toi. J'avais parié sur Jiménez qui marque en rentrant à la maison, mais il m'a planté. Non, il n'a pas planté, mais il m'a planté. À l'aller, t'avais vu ça? Ouais. À l'aller. C'est marrant. Merci Sou. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Ouais, à tout à l'heure.